merci d'être là. Quand j'ai accepté l'invitation, on m'a dit que j'allais le faire à Malbaie. Je ne savais pas s'il allait y avoir des gens, donc je suis vraiment content de voir cette belle salle-là. Des réflexes d'organisateurs d'événements. Je vais vous inviter, si ça vous tente, vous pouvez, il reste quelques petites tables à gauche et à droite. Si vous voulez vous avancer. Alors voilà, merci beaucoup Julien, puis merci à toute l'équipe de la Chambre de commerce. Donc je suis heureux d'apprendre que je suis le plus jeune pro de l'histoire des pros à l'apéro. Je vais essayer de faire un résumé un petit peu de mon parcours. Je pense que j'ai un parcours assez atypique. C'est un parcours qui peut sembler court, donc c'est à peine 9 ans là, depuis que je peux officiellement dire que je suis entrepreneur, que je fais mon métier. Je pense que la plupart des gens, peut-être que certains ne connaissent pas, donc le festif de Baie-Saint-Paul, évidemment, la plupart des gens me connaissent via ce festival-là, donc c'est un festival, je pense, qui est rendu avec une super belle renommée. Je me sens choyé à 31 ans seulement d'avoir un festival établi comme ça. On se déplace à Québec, Montréal, dans les salles, les gens capotent sur le festif. Donc nous, on est super contents, mais avant tout, le festif, c'était le rêve d'un jeune garçon qui était moi. Dès mon tout jeune âge, je voulais travailler dans la musique. Je ne savais pas de quelle façon, mais je savais que d'une façon ou d'une autre, la musique m'apporterait quelque chose dans la vie. Donc, dès mon tout jeune âge, j'étais hyper créatif. Ma mère est là, puis je pleurais si je la regarde trop, parce que c'est touchant de parler de ça, mais dès mon tout jeune âge, j'étais hyper créatif, donc j'étais toujours dans mes cahiers à faire des dessins, à faire des histoires, des bandes dessinées. J'ai écrit un roman à 7 ans d'à peu près une quarantaine de pages, dactylographie imprimée, donc j'étais une source de créativité assez infinie. J'ai d'ailleurs une preuve visuelle du genre de cahier que j'avais. Et ça combinait mon côté organisateur et créatif. Donc, j'avais mis sur pied une ligue de hockey de rue, tout simplement. Mais le soir, quand je finissais, je m'enfermais dans ma chambre, dans mon lit, et je faisais des espèces de bandes dessinées qui résumaient les matchs qu'on venait de faire. Donc, vous voyez, ça, c'est moi dans le bas qui était capitaine de l'équipe. Donc, je scénarisais tout le temps pour occuper mon cerveau. J'allais dans les matchs de hockey voir mon frère, j'avais mon petit calepin, je notais des choses, je m'inventais des histoires. Donc, j'étais très créatif, très jeune. J'étais aussi très passionné, puis ça m'a servi pour le festival. J'étais très intense aussi. Donc, si je décidais de triper sur quelque chose, j'y allais à fond. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent des revues Safarir. C'était une revue d'humour. J'étais probablement le seul jeune à avoir la collection complète, à peu près quand j'avais 11 ans. Donc, il y avait ma tante que j'appelais toutes les semaines pour qu'elle aille au Colisée du Livre dans différents endroits usagés pour me ramasser les Safarir. J'avais ma petite liste, puis j'avais toutes les Safarir finalement. J'avais même reçu une lettre officielle de Safarir me félicitant d'avoir toute la collection. Donc, ça s'est enchaîné comme ça, les passions. Au fur et à mesure, j'ai eu une passion pour la lutte, pour le hockey, pour tout ce que vous voulez, et ça m'a mené à avoir la passion qui me mène encore aujourd'hui, qui est la musique. Donc, c'est à peu près à 14 ou 15 ans, j'ai un ami, Thierry Bouchard, qui m'a fait écouter un film sur le groupe Kiss, donc que vous connaissez peut-être, le groupe rock Kiss. Et là, j'ai l'adolescent en moi totalement capoté. Donc, là, j'ai réalisé qu'il y avait tout un univers autour de Kiss, un univers, c'était le rock'n'roll. Donc là, j'étais complètement fanatique de musique. J'achetais tout ce que je pouvais de Kiss. Donc, j'avais un musée de Kiss dans ma chambre, des drapeaux, des vinyles, des cassettes VHS. J'avais tout ce qui existait sur Kiss. Et ça m'a apporté finalement dans mon adolescence à m'intéresser à la musique. Je suis devenu aussi musicien. Je devrais pas montrer cette photo, mais c'est moi en plein spectacle à l'école polyvalente. Tu pensais que c'était ma sœur? J'ai pas de sœur, ça arrive. Mais donc, vers 14 ou 15 ans, je me suis vraiment intéressé à la musique. Donc, j'ai commencé à jouer dans des groupes très amateurs à l'époque, mais quand même des groupes de musique qui m'ont permis de découvrir la scène. Puis je me suis mis à m'intéresser à l'industrie du spectacle. À ce moment-là, à Baie-Saint-Paul, il y avait une grosse scène musicale. Il y avait une trentaine de groupes de musique juste à Baie-Saint-Paul. Donc, j'ai été très choyé dans mon adolescence. Aux 2 semaines, il y avait des spectacles de musique, donc j'allais toujours là. Mon frère pratiquait de la musique dans le sous-sol, donc j'ai vraiment été baigné par ce côté musical-là.
j'ai aussi eu la chance d'avoir, à mon adolescence, d'avoir une maman qui avait un chum à Rivière-du-Loup. Donc, une fin de semaine sur deux, elle quittait voir son copain à Rivière-du-Loup. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte à l'organisation de parties. Je m'excuse, maman, on a fait énormément de parties chez ma mère. Donc, une fin de semaine sur deux, j'avais la maison. J'étais devenu l'organisateur en chef du nightlife de Baie-Saint-Paul pour les 17 ans et moins. Donc, j'ai pris goût à organiser des activités, à devenir une espèce de rassembleur. Donc, c'est devenu un peu addictif. J'organisais tout le temps des feux de camp, des parties, des soirées au parc à l'extérieur. Donc, ce côté-là m'a beaucoup marqué. En parallèle, évidemment, j'allais à la polyvalente Saint-Aubin. Et j'étais pas nécessairement le meilleur élève. Je prenais beaucoup de place. Et j'étais encore là, j'avais beaucoup la tête dans les nuages, donc dans mes cahiers. Je dessinais toujours, je faisais des choses. Donc, je savais assez jeune que l'école comme elle est là, je pense pas que c'est ça qui allait me permettre d'avoir une carrière plus tard. Je savais que je voulais faire ma carrière de ma façon. Finalement, assez jeune, je savais que j'allais probablement avoir un parcours atypique. Et au niveau du travail, donc j'ai fait ce que tout bon adolescent fait. J'ai été laveur de vaisselle, j'ai travaillé au Serre-Lacoste et j'ai fini par avoir un contrat en gestion d'événements à la fête du Boisé. C'était une petite fête familiale au Boisé du Quai. Donc ça m'a permis enfin d'être payé pour organiser des parties puis lâcher ma mère un petit peu. Donc j'ai commencé à comprendre un petit peu comment organiser un festival. Donc je savais pas à ce moment-là qu'on devait aller voir des entreprises pour avoir de l'argent, pour avoir des commandites. Donc ça a été ma première école, je dirais, pour la première été. Ensuite, la Maison des Jeunes ont sorti un poste pour un festival de musique, le Woodspunks, qui était un festival de musique rock alternative pour les jeunes. Donc, je me suis ramassé à être organisateur de ce festival-là. Et là, ça m'a permis de finalement travailler vraiment dans un festival de musique. Donc là, j'étais vraiment aux anges parce que je pouvais appeler des groupes de musique. J'ai commencé à comprendre un peu comment réserver des groupes de musique, comment aller chercher des commandites, comment organiser tout ce qui était la technique, la sonorisation. Donc, j'apprenais beaucoup sur le terrain. Puis, en parallèle, j'étais aussi travailleur de rue, dans le fond, à la Maison des Jeunes. Donc, j'allais vraiment dans les rues rencontrer les jeunes pour organiser des activités, organiser des projets. Puis, c'est là aussi que j'ai vraiment pris goût à m'impliquer dans mon milieu, l'espèce de volet un peu communautaire de ma personnalité. Je l'ai vraiment développé à la Maison des Jeunes. Oh, je me demandais c'était quoi la prochaine photo. Je suis comme tanné de me voir, je vais aller à l'autre photo tout de suite. Je m'en venais mal à l'aise, fait que je vais changer de photo. Ensuite, donc c'est ça, j'ai eu ces deux emplois-là. Et ensuite, j'ai tout abandonné pour partir en voyage. Donc je suis parti sur le fameux trip en pouce partout en Europe, avec mon ami Marc Veillette, qui est encore dans le festif d'ailleurs. Et là, on a fait le tour de l'Europe, donc c'était liberté totale. Puis on est quand même allé dans quelques festivals et on a été bénévole, donc j'ai comme un peu continué à nourrir cette passion-là. Quand je suis revenu au Québec, je suis comme un peu revenu les deux pieds sur terre, puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que j'aille à l'école. À l'époque, juste en contexte, j'avais seulement mon secondaire, donc j'avais fait des cours en cinéma, j'avais pas fini, il me restait quelques cours. Donc, j'ai décidé d'aller, via la branche adulte, d'aller à l'Université Laval en service social. Donc, ça m'a amené à aller à Québec à l'Université Laval. Je devais commencer à la fin août en 2009. Et là, 2 semaines avant, ma vie a totalement changé. C'était les 25 ans du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul. Et le 8 août 2009, je m'en rappelle, c'était l'espèce d'aboutissement de cet été de culture et de commémoration. Et là, il y avait Daniel Gauthier, Gilles Sainte-Croix, Guy Laliberté qui étaient là. Il y avait un gros spectacle dans le Boisé. Puis moi, j'avais 20 ans, j'étais comme en train de chercher un sens à ma vie. Et là, il y a Guy Laliberté qui... C'est presque comme s'il me parlait, là, mais qui racontait son histoire, que c'était un jeune qui était au balcon vert, qui avait le rêve de partir à quelque chose de gros, puis c'est devenu le Cirque du Soleil. Donc moi, dans ma tête de jeune, dans la vingtaine, j'ai eu le déclic total. J'ai assisté au spectacle le soir et là, j'ai vu les feux d'artifice et j'ai comme eu l'illumination. Je veux faire un festival de musique à Baie-Saint-Paul, puis je veux que ça soit gros. C'était ça mon seul objectif.
Puis on dirait que dans ma tête, je savais à 100% que ça allait devenir gros, puis que ça allait être mon emploi. Puis je savais que je voulais rester à Baie-Saint-Paul, donc je me disais, ça va être un festival de musique qui va emmener les gens à Baie-Saint-Paul. Puis je l'ai su ce soir-là en à peu près 5 minutes. Puis petite anecdote, après, vers 2 h du matin, j'étais avec mon ami Marc Veillette encore une fois, et je lui raconte ce projet-là de faire un festival de musique. Et il y a le maire Jean Fortin, tout bonnement, à 3 h du matin, qui marche dans la rue en titubant. Il revenait du VIP du Cirque du Soleil, je pense que ça avait fêté fort. Et je vois Jean Fortin, je l'interpelle, je titubais aussi, donc je l'interpelle. Et je lui raconte mon projet, je veux faire un festival de musique comme le Cirque du Soleil avec la fête foraine. Et là, il me dit, OK, ben la ville va vous appuyer si vous faites un beau projet. Et moi, c'est ce que ça me prenait pour me lancer. C'était probablement une parole c'était une parole polie qu'il me dit, mais pour moi, c'était comme ce que ça me prenait. Et quelques jours plus tard, j'ai réuni Anne-Marie, qui est encore dans le festival, Marie Veillette, donc j'arrête pas de vous parler de Marie Veillette, je sais pas pourquoi. La fille du maire, Myriam, un autre de nos amis, Louis-Philippe, et on s'est rassemblés, on n'avait pas de bureau. Donc on est allé dans la roulotte à ma mère, dans sa cour arrière. Donc on n'était pas tout à fait Guy Laliberté encore, mais ça s'en venait. Et on a vraiment... C'était vraiment la première rencontre, je me rappelle encore, là, de fondation de ce projet-là, cet événement-là. J'avais encore de la misère à verbaliser qu'est-ce que je voulais faire, mais Anne-Marie, Louis-Philippe, tout ça, tout le monde a embarqué dans le projet. Et là, quelques semaines plus tard, là, j'ai commencé à essayer de comprendre comment partir un festival, puis comment partir un organisme. Donc, j'ai rencontré MRC, CLD, tout ça, avec ma petite feuille pour essayer d'expliquer le projet. Et là, on avait créé un organisme, un OBNL, et à l'époque, on partait vraiment de 0 $. Donc, je le raconte toujours, mais c'est mes prêts et bourses qui ont vraiment payé les premières dépenses de l'organisme parce qu'on n'avait aucun argent à cette époque-là. Donc, on a payé les premières dépenses comme ça. Et en parallèle, j'étais étudiant à l'Université Laval. Donc, j'essayais tant bien que mal de me motiver à travailler. La première session est très théorique aussi, donc c'était assez difficile. Mais j'ai continué à étudier en service social et un matin, un midi du mois je pense, de décembre, j'avais pris une rencontre avec Daniel Gauthier, qui est dans les fondateurs du Cirque du Soleil. Il y avait un bureau près de l'Université Laval, donc j'ai réussi à prendre un 30 minutes de leur temps. Je suis parti à la course de la fin de mon cours pour me rendre à la rencontre et j'ai simplement raconté mon projet à Daniel Gauthier et sa conjointe Hélène Dufresne, et je suis reparti avec une lettre d'appui et un chèque de 5 000 $ en 30 minutes à peu près. Donc, je suis ressorti de là et je devais retourner en classe parler de la réforme, je me rappelle plus. Mais, donc, c'était assez difficile pour moi parce que là, je venais de vivre un moment incroyable et là, je retournais à l'école, donc ça n'a pas été long. Peut-être 2 semaines après, en pleine classe, je me suis levé, j'allais faire une présentation orale et j'ai annoncé à tout le monde que j'abandonnais l'université et je suis sorti de la classe sans regarder derrière. Et j'ai appelé mes parents, évidemment, pour leur annoncer que j'abandonnais l'université et que je partais à un festival de musique. Donc, c'était pas la meilleure raison pour décrocher l'école, mais mes parents m'ont tout de suite appuyé. J'ai jamais senti j'ai jamais senti de tension avec mes parents, donc ça m'a beaucoup aidé. Là, je suis revenu à Baie-Saint-Paul et avec l'équipe du festif, quand j'y repense, on était totalement enragés. On s'est mis à faire des activités de financement à plus savoir comment les mettre dans notre horaire. Donc, c'est un exemple d'activité de financement. On a fait des ventes de citrouilles en porte-à-porte. Des après-midi de temps, on devait se faire 200 $ en 25 cents. Mais on s'est mis à faire pratiquement n'importe quoi. On a fait les vestiaires au Cœur de Loup toutes les fins de semaine. Donc, nos amis faisaient le party, puis pendant ce temps-là, nous, on accrochait leurs manteaux, tout ça. Mais on continuait à se faire de l'argent, puis on en a fait d'autres exemples, des courses de traîneau avec des enfants, puis ça nous donnait 500$. Mais on faisait ça tout le temps. On vendait des macarons GA, on emballait de l'épicerie. Je me rappelle même, on avait un projet avec Hydro-Québec, avec la ville. On faisait des appels pour dire aux gens de venir renouveler leur compte d'électricité et ça nous donnait de l'argent à chaque appel, 25 cents, quelque chose comme ça. Donc on a fait n'importe quoi.
on était déchaînés. Il y a comme rien qui nous arrêtait. Puis ça nous a permis aussi d'être vraiment impliqués dans la communauté. Parce que là, les gens se disaient, c'est qui ces jeunes-là qui sont partout tout le temps? On était même dans leur maison avec des citrouilles. Ça, c'était un peu inexplicable. Et là, il s'est créé une espèce de mouvement de citoyens festifs. Genre, tout le monde voulait appuyer le festif sans savoir exactement qu'est-ce que c'était le festif. Parce qu'on n'avait aucune édition de fait. Et là, il y a eu notre vraie première soirée. Donc là, on faisait tout sauf des spectacles de musique. Donc on a décidé de faire un show de lancement, comme on appelle. C'est le 6 avril 2010 au centre communautaire. Et là, on l'avait joué gros. Donc c'était la conférence de presse. On avait invité les médias, la ville et tout ça. Et on faisait un spectacle le soir aussi dans le centre communautaire. C'est un moment important parce que ça a été un moment vraiment stratégique. C'était une soirée qui n'a pas marché comme moi je le voyais dans ma tête. Moi, ça fait des mois que je carburais à ça va être gros, ça va être incroyable, non, ça va être le plus gros festival de Baie-Saint-Paul. Et là, on fait notre spectacle et ça se passe pas comme moi je l'imaginais. Et là, j'ai eu un breakdown total, peut-être de 48 heures. Donc je pense que j'ai braillé pendant 10 heures après ça parce que c'est comme si tout ce que j'avais abandonné l'école pour faire ça, puis là, je me disais, ça y est, ça marche pas, j'ai pris la mauvaise décision, j'ai tout lâché pour faire un festival, puis c'est pas comme je pensais. Donc ça a duré presque une semaine à me demander finalement si j'allais le faire. Et finalement, j'ai eu la brillante idée de me dire, on va le faire encore plus gros pour qu'on soit plus déçus. On va se mettre la barre plus haute, puis on va se mettre plus d'efforts. Puis ça a donné finalement la première édition. La première édition, au départ, on avait des groupes locaux, des groupes hommages. On avait un hommage aux Cowboys fringants. On a annulé l'hommage, on a pris les vrais Cowboys fringants pour faire une grosse édition. C'est Anne-Marie qui les a négociés, puis on n'avait aucune idée comment négocier un gros groupe comme ça. Je me rappelle pas comment on a fait, mais je pense qu'on a trouvé l'adresse sur un site Internet. Et là, on s'est mis à être harcelant et à leur écrire. On a même trouvé les adresses des artistes. On leur a écrit et finalement, on a eu les vrais Cowboys fringants. Puis la première édition a été quand même un franc succès. Ça, c'est pas représentatif de tous les gens qu'il y avait, mais vous voyez, là, le festif, c'était une scène, c'était ça, puis c'était une journée. Et les 5 premières minutes de cet événement-là, c'était assez inoubliable. Là, c'était l'espèce d'adrénaline. Puis là, on voyait finalement que toutes les activités de financement qu'on avait faites, on avait participé à plein d'émissions communautaires, tout ça, ça avait porté fruit. Puis là, on avait notre festival. On était bénévoles à l'époque, donc c'était pas encore notre emploi, mais quand même, ça nous donnait comme un air d'aller pour faire, en tout cas pour que moi je voulais réaliser mon rêve d'être organisateur. Donc là, c'était la première étape. On a eu la deuxième édition aussi. Et à ce moment-là, on a eu l'impression un petit peu de plafonner. Donc, comment arriver à faire un festival d'une retombée nationale comme aujourd'hui, c'était pas en restant dans le parc à l'extérieur de la ville. Donc, on a décidé de déménager au centre-ville. On a pris cette décision-là assez audacieuse parce qu'à l'époque, on n'avait pas tant de skills d'organisateur que ça. C'était vraiment... on suivait nos intuitions et tout ça. Donc, on commençait à apprivoiser le parc du Gouffre. Et là, hop, on s'en allait au centre-ville. Donc, on fait la demande et on était certains d'être accueillis à bras ouverts par les conseillers, par la ville. On pensait que les gens allaient se mettre à genoux et dire « Venez-vous-en au centre-ville, on a besoin de vous ». Et finalement, ça n'a pas tant été le cas. Donc, le festif divise le conseil municipal. Et c'est vraiment le cas. Donc, moi, le lendemain que j'ai fait la demande au conseil de ville, il y a de l'information qui a été sortie quelque part et il y avait une pétition de citoyens nous empêchant d'aller au centre-ville. Donc, ça a pris 48 heures et j'avais reçu un appel et il y avait peut-être 60 noms, 70 noms. Et là, ça a vraiment divisé le conseil de ville. Et nous, on n'était pas prêts à ça. On avait 21, 22, on avait 22 ans. On s'était jamais mêlé à de la politique. Puis là, moi, en tant que directeur de ce projet-là, ben là, je devais comme un peu m'improviser négociateur. Je devais un peu voir comment ça fonctionnait. Donc, je me suis mis à prendre des cafés avec chaque conseiller. Tous les conseillers qui étaient contre, j'ai réussi à les convaincre de voter pour le festif. Donc, on a eu deux rencontres de conseil public où on remplissait la salle des supporters du festif. Donc, on débarquait à coup de 75 dans la salle. Et on faisait de la pression et finalement, ça a été voté pour aller au centre-ville. Donc là, on avait le vent dans les voiles. On pouvait exploiter notre festival comme de plus grande envergure et ça a porté fruit. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé
à développer plus de sites de spectacle. C'est là qu'on a commencé à avoir plus de retombées médiatiques aussi. Et l'achalandage avait monté significativement. À la 4e édition, encore une fois, je trouvais qu'on avait déjà plafonné, j'avais le goût d'aller encore plus loin. Et ça allait déjà bien, mais j'avais comme le besoin qu'on se lance encore plus loin dès la 4e édition. Et je suis allé à un spectacle au Grand Théâtre de Québec avec Anne-Marie et Myriam. On était le petit comité du festif. Et là, on a vu Cat Empire, qui est un groupe australien au Grand Théâtre. Et là, je voyais ça, puis après, j'ai dit, ça prend Cat Empire au festif, c'est sûr. Le Grand Théâtre est plein, c'est fou comme ambiance. Et le soir même, j'écris sur le site de Cat Empire sans réponse. J'ai écrit, je pense, 15 fois sur le site de Cat Empire jusqu'à ce qu'un programmeur web m'écrit passe par cette agence-là. J'ai réussi par l'agence à trouver le contact de l'agent et j'ai réussi à appeler l'agent avec mon anglais très, très limité. Et par hasard, Cat Empire était en tournée nord-américaine durant le festif, donc j'ai déposé une offre. Et c'est là qu'on a compris un peu que la scène internationale, c'est très compétitif, donc on s'est fait refuser l'offre. C'est un festival de Chicago, 38 000 fois plus gros que nous, qui a remporté. Et là, il nous restait une mini-fenêtre, c'était de faire Cat Empire le dimanche soir. Donc le groupe allait quitter Chicago dans la nuit pour se rendre à Québec et être transféré à Baie-Saint-Paul. Et là, en C1, c'était presque une cellule de crise. Là. Il faut prendre la décision, on a 48 heures pour décider parce que l'agent il nous le laisse pendant 48 heures. Et il faut comprendre à l'époque de faire venir un groupe inconnu à Baie-Saint-Paul ou presque un dimanche soir, alors que c'est juste des gens locaux qui viennent au festif. C'était très osé comme décision, puis c'était très dispendieux. Et on a pris la décision de le faire et ça a porté fruit. Donc on ouvre la billetterie et en 24 heures, on avait vendu les billets au Saguenay, à Montréal, à Québec, à Sept-Îles, à Rouyn-Noranda. Donc là, on venait de s'ouvrir à tout le Québec, finalement. C'était un gros pari, ça a marché. Puis là, à partir de ce moment-là, ça nous a justement ouvert à tout le Québec. Donc là, il a fallu tout revoir notre façon d'organiser l'événement. Il fallait être beaucoup plus professionnel. Il fallait être prêt à répondre aux questions des festivaliers. Donc là, on était confronté un peu à une autre sorte d'événement totalement. Au 5e anniversaire aussi, on a voulu souligner le 5e anniversaire en grand. On avait beaucoup d'attention des gens de l'extérieur parce que là, les gens commençaient à se dire il y a une gang de jeunes crinqués de Baie-Saint-Paul qui ont fait venir un groupe d'Australie. Il faut que vous soyez sur place. Et là, c'est là qu'on a introduit les spectacles surprises, le concept d'expérience aussi. Donc, on a comme réalisé qu'un festival, c'est pas juste, ou une activité, c'est pas juste une série de spectacles dans des cases horaires précises, c'est une espèce d'expérience globale. Donc, on se demandait comment faire en sorte que les gens de partout vont vouloir venir à chaque année. Si jamais on n'a pas une bonne programmation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça a été ce concept-là. Donc là, on s'est mis à intégrer des spectacles dans des lieux impromptus, dans des lieux insolites. Donc, ça donne des moments comme Louis-Jean Cormier autour d'un feu de camp. Et là, toute l'expérience a été développée. On s'est mis à penser plus à la programmation. Donc, moi, je me suis mis à être même obsédé par ça parce que je voulais que chaque artiste soit à la bonne heure, au bon endroit. Donc, Louis-Jean Cormier, il fallait qu'il soit au meilleur endroit. Est-ce que c'était la scène principale ou autour d'un feu de camp? C'était dessus. Donc là, on s'est mis à penser à tout ça pour que les moments, les spectacles deviennent des moments. Donc, les gens, au lieu de retourner à Montréal, se dire « j'ai vu Louis-Jean Cormier », ils pouvaient dire « j'ai vu Louis-Jean Cormier autour d'un feu de camp ». Donc là, on venait de créer cette espèce d'unicité-là, le côté unique du festif. Et avec ça, on s'est mis à développer plein d'à côté. Donc, le développement durable, qui est un bon exemple. Anne-Marie est porte-étendard du volet développement durable. Et ça nous a permis de se démarquer aussi. Donc, on a décidé du jour au lendemain d'éliminer à 100% les verres en plastique, à 100% les bouteilles d'eau. On s'est mis à composter tout ce qu'on pouvait composter. On s'est mis à faire plein d'initiatives de covoiturage. On essaie de devenir de plus en plus responsable. Et ça nous a aidé aussi, ça nous a démarqué, parce que les gens maintenant, surtout en 2018, sont contents de faire des activités en étant responsables. Et nous, on est capable de faire ça. Aussi l'aspect local. Donc, à partir de la 4e, 5e année, on a décidé de rayer complètement les grosses compagnies de bière, les Labatt, Molson X. On a décidé de faire un X sur quand même des grosses commandites. Puis on s'est dit, on encourage notre bière locale. Donc, on est allé
100% local, toute la nourriture des artistes aussi. On allait, je me rappelle, on allait chercher des légumes au Serre Lacoste, on allait au Jardin du Centre, on allait chercher nous-mêmes toutes les affaires, puis une de nos amies, Gabrielle, faisait les boîtes à lunch. Donc là, on avait une offre vraiment différente de ce qui se faisait, puis c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a pu fidéliser finalement notre clientèle. Et ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les autres spectacles surprises qu'on a l'habitude d'organiser. Et ça aussi, moi, en tout cas, dans ma façon de travailler, j'aime beaucoup mettre beaucoup d'énergie des fois sur des petits moments, parce que c'est souvent là la différence. Comme ce spectacle-là, l'auto, évidemment, vous voyez ça, le spectacle est bon, mais vous savez pas qu'en arrière, moi, je suis allé à la Malbaie dealer un char de 1975 à un monsieur dans le fin fond d'un rang, puis que je l'ai amené jusqu'à Baie-Saint-Paul. Mais tous ces efforts-là font qu'on arrive à créer des images comme ça. Ça, c'est une image qui s'est ramassée même sur des couvertures du Devoir, du Soleil et tout ça. Donc, on s'est mis beaucoup à mettre beaucoup d'efforts là-dessus. C'est un autre exemple, ça, dans le garage du curé à Baie-Saint-Paul. Ça me mène à parler aussi de l'autre développement qu'on a fait, c'est d'essayer d'intégrer la communauté au maximum dans nos spectacles. Donc, ça passe du curé aux citoyens qui ont une belle maison, qui nous prêtent leur balcon, puis on peut y faire un spectacle, comme le spectacle ici. Donc là, les gens, en plus, les gens de l'extérieur viennent à Baie-Saint-Paul et là, ils peuvent se ramasser sur le balcon à Jacqueline, sur la rue Saint-Adolphe. Ils peuvent rencontrer Jacqueline, discuter avec elle. Donc là, ils ont l'impression de vivre à Baie-Saint-Paul. Et là, c'est là qu'on est capable de les faire tomber en amour avec Baie-Saint-Paul. Donc nous, maintenant, les gens qui viennent nous voir à chaque année, qui nous voient à Montréal, sont en amour totalement avec Baie-Saint-Paul. C'est par le biais de spectacles comme ça, finalement. Et aussi, à travers tout ce brouhaha de programmation, il y a aussi beaucoup de défis qu'on a eu à gérer à partir de la 5e édition, entre autres le financement. Donc, le budget d'un festival comme le nôtre, c'est quand même très, très élevé. Les cachets d'artistes sont très élevés. Donc, il a fallu moi aussi que je m'adapte et que je comprenne un peu l'écosystème des commandites. Donc, à partir de la 3e année, je commençais à être non seulement harcelant avec les artistes, mais avec les commanditaires de l'extérieur aussi. Donc, je faisais ma petite tournée toujours. J'allais voir la commandite à Hydro-Québec, à l'Auto-Québec, à Bell, en tout cas, tous ces commanditaires-là. Et ça a commencé à porter le fruit à la 5e ou 6e. Et là, on s'est mis à avoir des retours de ça. Donc, on a eu de plus en plus de partenaires. Ça nous a permis finalement de pousser le festival encore plus loin. On a eu Sirius qui est devenu partenaire principal. Et ça a vraiment fait la différence. De nos jours, connaissant bien l'écosystème des événements, c'est très difficile financièrement. Il y a beaucoup plus d'événements au Québec. Il y en a des nouveaux à chaque année. Il y a beaucoup moins de ressources financières. Donc, il a fallu se démarquer. Et nous, la façon qu'on s'est démarqué, c'est pas en disant qu'on a 38 000 personnes, qu'on a des retombées de tant de millions, peu importe. C'est en disant, on est différent, on fait les choses à notre façon. On prend des gros risques pour offrir un produit unique à Baie-Saint-Paul. On prend des risques financiers, on prend des risques à plein de niveaux. Donc, je pense que ça vaut la peine que vous vous associez à nous. Puis de plus en plus, les partenaires se sont associés à notre philosophie et non à notre envergure de festival. Donc, le développement durable, maintenant, ça fait une grosse différence dans les analyses. Donc, maintenant, notre dossier de commandite n'était plus au-dessus de la pile, il était au-dessus. Il était sur le top de la pile et là, on avait beaucoup plus de ressources pour développer l'événement. Donc, on est passé d'un 50 000 en 2009. Aujourd'hui, c'est 1,3 million le festival. Donc, on a eu cette gestion budgétaire-là aussi à faire. Il faut comprendre que je suis vraiment pas comptable dans la vie. Je suis pas si bon que ça avec les chiffres, mais il a fallu que je finisse par gérer un budget d'1 million et plus. Maintenant, on a un trésorier, Louis Miller, qui fait une job incroyable. Mais pendant plusieurs années, il a fallu s'improviser comme ça, gestionnaire de portefeuille événementiel. Et ça nous a permis aussi de développer des ressources. Donc, durant plusieurs années, on était 100% bénévoles. Moi, j'ai réussi à avoir un salaire à la 4e édition de Peine et de misère en travaillant dans d'autres événements comme Rêve d'automne, le marché de Noël. Anne-Marie a pu décrocher un contrat, Charles aussi. Donc là, on a réussi à se faire une belle équipe motivée. Donc là, c'était plus seulement comme mon rêve que je poussais
à pleines dents. On était comme une équipe. On était les amis de départ qui étaient rendus payés pour faire ce festival-là. Donc, c'était quand même... C'était une belle victoire, une grande victoire, en fait, de pouvoir dire qu'on était salariés. Et voilà, ça, c'était... Ensuite aussi, c'est ça, on a eu toute la gestion médiatique à gérer. Donc là, on s'est ramassé à intéresser des gros médias et on devait gérer ça. Donc on est passé aussi, Charles, c'est un gros casse-tête pour lui de gérer les demandes médiatiques, mais là, on s'est ramassé à avoir beaucoup d'intérêt de journalistes de Radio-Canada, du Devoir, d'un peu partout. Et là, on devait gérer ce flot de journalistes-là qui vient vers Baie-Saint-Paul. Mais ça nous a permis finalement de bien installer notre marque. Là, tous les blogs de partout venaient. On est rendu avec une centaine de journalistes qui viennent au festival durant les 4 jours. Donc ça nous a permis vraiment, je pense, de passer à une étape supérieure que moi j'appelle la notoriété. Donc on est devenu, je pense, à partir de la 7e ou 8e, un événement de notoriété. Donc on n'était pas seulement un festival avec beaucoup de gens, on était un festival qui apportait une différence dans l'industrie événementielle, au Québec. Et évidemment, je veux quand même parler plus de l'avenir parce qu'on nous autres, on a beaucoup de défis. Puis je pense que c'est l'avantage d'avoir un jeune pro comme moi ce soir, c'est que je fais face à des défis sur mon futur, sur la croissance de l'événement. Et le festival, je le dis depuis tantôt, on s'est démarqué par notre différence, par le fait qu'on fait des choix audacieux, par le fait que c'est intime, qu'il y a une proximité avec les artistes. Et là, on se retrouve un peu à gérer une croissance, mais de l'autre côté, il faut trouver comment arrêter de grossir intelligemment pour être capable de continuer à offrir un produit comme ça. Si on se ramasse du jour au lendemain 25 000 personnes de plus, on ne pourra plus avoir Frédéric Lamicro qui nous donne qui nous apporte ses fûts avec ses petites machines à fûts parce qu'on ne sera plus capable de tolérer le flot de gens. C'est la même chose avec les produits locaux, la capacité d'accueil de la ville. Donc, on est un peu... Puis moi, j'ai pas de réponse vraiment, mais on est dans cette espèce de pattern-là de trouver une manière de grossir intelligemment. On pourrait tomber dans le piège de juste continuer à grossir puis être assoiffé d'avoir plus de revenus et tout ça, mais nous, on essaie de garder cette espèce de développement responsable qui a fait notre marque au Québec. Et c'est ça, j'ai pas de réponse à donner, mais je pense que c'est une belle réflexion que nous, on va avoir à faire dans les prochaines années. On veut rassembler aussi des gens d'affaires autour de la table. Je pense que c'est bon de réfléchir avant d'être dans le trouble. Donc, les prochaines étapes, ça va être ça. Des fois, on fait des consultations quand un événement va mal, mais nous, on va le faire parce que ça va bien. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est ce genre de défis-là auxquels on fait face. Il y a des défis aussi de structuration. Donc, c'est difficile d'être capable de salarier tout le monde. Charles Anne-Marie, il court beaucoup à gauche et à droite parce qu'on n'est pas capable de salarier, de faire des salaires à l'année. Donc, c'est un autre défi aussi de trouver comment on va être en mesure d'avoir des ressources permanentes puis de m'aider aussi à gérer cette croissance-là. De façon plus personnelle aussi, je suis devenu papa. Je vais avoir un deuxième enfant en novembre. Donc moi, j'ai ce défi-là aussi à 31 ans de me dire... j'ai passé toute ma vingtaine, dans le fond, puis mes amis ont passé toute leur vingtaine à se dédier au festif sans trop savoir pourquoi on faisait que penser à ça. Puis là, moi, présentement, j'ai une petite fille à laquelle je dois penser, puis un autre enfant qui arrive. Donc, il y a aussi ce défi-là auquel je vais faire face. Puis je pense que plusieurs jeunes entrepreneurs, tout ça, vont faire face. Donc, c'est de revoir un petit peu nos priorités, puis de revoir comment je peux faire plus avec moins de temps, finalement. Parce que l'événement demande plus, on n'a pas les ressources non plus pour engager plus. Donc, c'est un autre défi qui pour moi va être important. Puis ce défi-là nous amène à mieux se structurer, donc ça m'amène à être capable de mieux déléguer, à engager des employés que je n'aurais pas engagés si je pouvais encore travailler jusqu'à minuit le soir sur mon ordinateur. Donc, pour moi, ça m'a permis d'élargir les horizons, d'avoir plus d'employés, d'avoir plus de contractuels. Et le festif, d'ailleurs, là, cet été, on va être rendu à 110 employés contractuels durant le festival, puis 350 bénévoles. Donc, c'est un 500 personnes. Quand vous venez au spectacle, il y a 500 personnes dans la fin de semaine, à un moment ou un autre, qui va travailler ou qui va être bénévole pour le festif. Donc ça a été aussi
je pense que c'est un gros défi de gérer ces ressources humaines-là parce que ça devient, en soi, moi, je devrais peut-être même juste gérer des ressources humaines, mais je gère la programmation, je gère le financement, je gère une partie de la logistique. Donc, c'est ces défis-là auxquels moi, je fais face présentement. Et voilà, je pense qu'on a, en terminant, je pense qu'on a un festival. Je vous parlais de mon rêve quand j'avais 10 ans, je pense que je le vis présentement. Puis des choses comme ce soir, moi, je suis très reconnaissant parce que je peux partager ce que j'ai accompli. Puis quand j'avais 12-13 ans, je me voyais exactement là à faire un gros festival de musique. On en est venu à ça, puis je me compte chanceux. Puis je pense qu'on va continuer à se dépasser. L'industrie de l'événement est très changeante, très instable. Donc, vous avez des événements qui disparaissent à chaque année, à chaque été. Et nous, on se compte chanceux, je touche du bois. Mais on va avoir ce défi-là à faire face un jour. Donc là, on est à 10 ans, mais à 15, à 20 ans, comment on va faire pour se renouveler, se démarquer? Moi, est-ce que je vais avoir encore le goût de faire ça dans 15 ou 20 ans? Si moi, je pars, qui va prendre la place? Si Anne-Marie, Charles part, on est devenus des espèces de piliers. Donc, c'est tout ça, toutes ces choses-là auxquelles je crois qu'il faut penser. Il y a les opportunités aussi. Donc, on a de notre côté, on a de plus en plus d'opportunités. Puis je pense que l'objectif, c'est de flairer les bonnes opportunités et de flairer les mauvaises. Donc, c'est pas non plus... Quand tu as une opportunité, il ne faut pas nécessairement que tu te garoches, même si ça peut être positif à court terme. On a eu des exemples, on a eu des hommes d'affaires. On a Alexandre Taillefer qui nous a approchés pour investir, puis on a dû être le seul à refuser l'aide parce qu'on voyait ça comme un risque plutôt qu'un gain parce qu'on perdait en quelque sorte le contrôle de notre événement. Je ne sais pas si j'aurais dû dire le nom, mais en tout cas... Mais bref, donc c'est toutes ces opportunités-là aussi, je pense, qui sont importantes en événementiel, en culture aussi, de flairer les bonnes opportunités puis de savoir quand développer puis quand pas développer. Je pense que nous, ça a été une raison du succès, c'est qu'on l'a fait de façon responsable. Voilà.